Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux amis du CRIF qui nous suivent ce soir sur le Facebook Live du CRIF et sur Zoom. Et ce soir, on a un invité exceptionnel que je veux dès à présent remercier d'être avec nous parce que je crois que Richard Malka, tout le monde le connaît dans sa vie d'avocat et surtout dernièrement parce qu'il a été l'avocat d'un procès retentissant, donc on va sûrement en parler, mais il est aussi romancier. Il est romancier et j'ai sous les yeux son dernier livre, Le voleur d'amour, que je ne saurais trop que vous conseiller, dont on va aussi parler ce soir. Et deux mots peut-être sur vous, Richard Malka. Vous êtes un spécialiste du droit de la presse. Vous êtes l'avocat, j'ai envie de dire, historique de Charlie Hebdo et vous êtes surtout un défenseur acharné de la liberté d'expression et de la laïcité. Et ça donnera d'ailleurs, je crois, matière aussi à discussion. Vous avez, au moment du procès donc, de Charlie Hebdo, les attentats de 2015, parce qu'il s'agissait de l'ensemble des attentats de 2015, vous avez clos les plaidoiries des parties civiles. Je crois qu'on a tous en tête cette phrase. Charlie est devenu une idée, on ne la tuera pas. On ne la tuera plus. Et puis pour interroger ce soir notre ami Richard Malka, on a le plaisir aussi, et c'est un grand plaisir qu'elle nous fait, d'accueillir Wendy Bouchard. Wendy Bouchard qui est journaliste sur Europe 1, je crois que on va la présenter, mais tout le monde la connaît. Elle est en charge particulièrement de la présentation d'Europe Soir le week-end. Et elle anime également sur Public Sénat, un magazine mensuel qui est consacré à l'environnement. Et au cours de ce magazine, on essaie d'avoir des solutions concrètes pour préserver l'environnement. Donc je vais en rester là pour l'instant. Juste rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'ils auront, comme d'habitude, comme c'est la coutume lors de ces conférences, l'occasion de pouvoir poser des questions, qu'ils n'hésitent pas directement, soit à travers Facebook, soit directement sur le Zoom, de poser leurs questions et elles seront répercutées directement chez Richard Malka. Wendy. Merci beaucoup Francis et bonsoir Richard Malka. Bonsoir. Merci infiniment de nous convier pour cet échange qui, je le sais, va nourrir vos questions parce que en dehors de votre travail d'avocat, il y a votre travail débordant d'imagination, votre écriture puissante que nous allons découvrir ensemble dans ce voleur d'amour. On va faire le pont entre ce que vous avez écrit, la fiction pure, et puis la réalité qui nous rattrape au quotidien. Je sais que vous n'aimez pas l'auto-analyse, donc on va essayer de faire abstraction de qui vous êtes. Parce que je mets au défi quiconque de lire ce voleur d'amour et de savoir que derrière ces mots, derrière cette imagination et cette intrigue, il y a Richard Malka. L'un des personnages de ce roman, c'est Adrian von Gott. Gott, c'est Dieu en allemand. C'est du gothique aussi, un peu. Ça vous donne peut-être déjà l'idée de ce personnage. Il naît en 1769 dans une ville que vous aimez, Venise, qui est un des terrains de l'intrigue. Et cet homme, pour se sentir vivant, par magie noire ou par malédiction, il va le comprendre, il doit aspirer tout l'amour que contient une personne. Ça passe notamment par le baiser. C'est la quête d'amour, Richard Malka, qui vous obsède à ce point et qui vous vampirise, comme ce livre nous vampirise. Vous savez, ça fait maintenant plus d'un mois et demi que je parle de ce livre. En fait, quand j'écris, je ne réfléchis pas à ce que j'écris. J'écris. Je suis pris par la narration, par l'histoire, par l'envie d'emmener le lecteur, de le faire rêver, de le faire voyager. Et puis souvent, c'est les lecteurs ou les journalistes qui l'analyse avant moi, en fait. Et là, ça fait un mois et demi que j'en parle. Alors, forcément... ça remet des choses. Oui, j'y ai un peu pensé. Bien sûr, c'est la quête du grand amour, mais au-delà de ça, je pense que c'est d'abord la quête de sens, tout court. Et la quête de sens chez Adrian von Gott, qui est un non-croyant, puisqu'à un moment de sa vie, quand il opère sa transformation, qu'il découvre son don, malédiction, qui est une damnation, il décide de ne plus croire ni en Dieu ni au diable. Et à partir de ce moment-là, la quête de sens s'ouvre à lui comme un gouffre, mais c'est ce que ressent tout non-croyant, sauf que lui, il a l'éternité en plus pour terrain de jeu. Et donc le sens, c'est encore plus difficile à trouver. Alors il expérimente
le plaisir, la débauche, la justice, la vengeance, tout ce qu'on peut essayer de faire pour combler une vie, en tout cas pour occuper une vie, pour trouver une transcendance, mais c'est compliqué. Et la lassitude le guette à chaque coin de décennies, alors il reste l'amour. La quête de sens, évidemment, lorsque nous parlons aussi à la fois de laïcité, de liberté de choisir son chemin, d'amour, évidemment, elle prend toute sa dimension, d'autant que ce personnage-là a manqué beaucoup d'amour. Donc, il ne peut se raccrocher ni à un dieu, ni au diable, ni à l'amour qu'il a pu obtenir de ses parents, d'une fratrie qui n'existe plus. Donc, vous vous mettez... Enfin, alors évidemment, vous allez me dire qu'on analyse, etc. Mais c'est intéressant de voir parce que cette... échange aussi intervient dans les conditions du CRIF, à quoi on se raccroche. Voilà. À quoi on se raccroche quand on est mu par un vide. Alors, il est mu par un vide, mais en même temps, c'est un avantage, c'est qu'il est libre. Et pour le coup, il est libre, y compris de l'amour de ses parents, puisqu'il en a été privé pour des raisons... On ne dévoilera pas. On va pas tout dire. Mais il en a été terriblement privé en étant enfant. Alors, ça m'intéresse moins parce que ça devient un monstre. Mais en même temps, il y a cette enfance-là. Et c'est aussi ce qui fait que c'est un monstre émouvant, attachant, qu'on n'arrive pas à détester en dépit de sa vampirisation des personnes qui laissent exsangues après les avoir vidées de leur amour, de leur plaisir, de leur désir. Parce que tout ça, ce sont des hormones. C'est chimique. C'est ce qu'il explique. Hein. Mais j'ai l'impression que vous revenez à votre rôle d'avocat, là. Vous le défendez, ce monstre, finalement. Bien sûr, mais oui, mais parce que c'est émouvant. Enfin, moi, ça m'émeut, des monstres. Frankenstein m'émeut terriblement. Il est terriblement humain. Il n'a pas demandé à vivre. On le crée et il a une apparence telle qu'il ne peut être aimé par personne. Et il cherche l'amour, un minimum de lien. Oui, ces monstres-là, moi, j'ai envie de les prendre dans mes bras, quoi. D'ailleurs, vous avez raison, Francis, au tout début, il cherche des arguments quasiment pour qu'on le comprenne, cet Adrian. Qui n'a jamais rêvé de se remplir d'amour jusqu'à satiété, d'éprouver du plaisir à outrance, de n'avoir qu'à embrasser pour que le désir vous inonde? Je le peux physiquement, c'est un pouvoir dont même le diable est dépourvu, une malédiction dont il ne voudrait pas. Ce qui est intéressant, alors vous citez Frankenstein, c'est qu'il y a une puissance de l'écriture qui, sans faire offense à toute la littérature moderne, qui est très foisonnante et très riche, nous pose dans un autre temps. Et ça fait du bien dans cette actualité qui est extrêmement brutale, qui nous suspend, mais contre notre gré. Et bien là, vous nous offrez de la littérature. Alors, c'est tombé comme ça, mais c'est bien tombé, j'allais dire. Ce livre est sorti il y a 1 mois et demi. On est dans le vrai roman, avec une imagination puissante. Vous le ressentez comme ça aujourd'hui aussi? Merci à vous d'abord. Oui, ça c'est. J'aime pas les romans. Je n'ai pas le goût des romans qui s'ancrent trop dans la réalité, où on raconte ce qu'on a vécu quand on était enfant, ou la réalité. Ouais. Toutes ces violences. Ça ne peut pas rêver. Pour moi, un roman, ça doit emporter, ça doit emmener dans un autre monde. Ce qui n'est pas antinomique avec le fait de faire réfléchir sur le monde, de partager une vision, mais au travers du romanesque. Il y a un prisme. Et pour moi, le roman, c'est ce qui s'adresse le plus directement au cœur des hommes. Et on peut faire réfléchir terriblement plus efficacement au travers de l'imaginaire qu'en parlant de la réalité crue. Donc c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai beaucoup soigné l'écriture. L'écriture 18e-iste, c'est un petit peu ma manière naturelle d'écrire. Alors parfois j'en change, et puis c'était une manière d'adoucir parfois le propos qui est fait aussi pour déranger. Complètement. Et l'écriture classique enrobe ça. Complètement. Et évidemment, cela nourrira nos échanges lorsque nous parlerons de vos plaidoiries, parfois même de vos suppliques. Mais on peut faire peut-être une parenthèse pour évoquer cette plaidoirie bouleversante qui devrait figurer dans les manuels d'éducation civique, celle que vous avez livrée au procès que vous évoquiez les derniers, puisque vous étiez chargé de défendre Charlie Hebdo. Alors il se trouve que Grasset publie vos romans, que Le Monde a publié une partie de cette plaidoirie. On la retrouvera, in extenso, cette plaidoirie, Richard Maca? Chez Grasset, à la rentrée, entre le mois d'octobre et le mois de janvier.
Parce que c'est un par élément de ailleurs, mémoire aussi. Oui, je pense qu'il y a une cohérence et une logique parce qu'on avait, enfin, Grasset avait publié, avait eu la bonne idée de publier, c'est vraiment la plaidoirie initiale des caricatures, du procès des caricatures, et donc ils publieront celle-là. L'Éducation nationale m'a demandé, au travers d'une de ses agences, de pouvoir en disposer comme outil à l'attention des professeurs aussi, et évidemment, donner mon accord. Donc, je suis ravi. Je suis ravi. Si ça peut servir, tant mieux. On reviendra sur cette C'est le plaidoirie. plus bel hommage que l'on puisse faire, non pas à moi, mais aux causes que je défendais. Et à la puissance des mots, évidemment, hein, et du verbe au cœur de la plaidoirie. Mais j'allais presque dire que votre plaidoirie était presque une supplique, d'où la référence à votre style 18e qui est très soigné. Voilà. Celle-ci était évidemment très particulière et très soignée. Pour revenir, vous vouliez dire... Je l'ai écrit un peu comme un roman d'ailleurs. Oh, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Je l'ai vraiment écrit sur plusieurs mois. Et oui, c'est une histoire. Mais de toute façon, je ne fais que raconter des histoires, que je plaide, que j'écris des bandes dessinées ou des romans. En fait, je compte. Mais parce que je pense que c'est comme ça qu'on emporte les gens, la conviction, qu'on fait passer des idées, plutôt que de faire la morale. Lorsque l'on est l'avocat d'un journal depuis près de 20 ans, ou 30 ans, et que finalement, on devient finalement ami avec tous ces journalistes qui sont là, etc. Comment on arrive à aborder son métier d'avocat? Comment on prépare sa plaidoirie lorsque ce sont des amis que l'on va défendre et que l'on va surtout essayer de... Parce que finalement, on ne peut plus les défendre au stade où ils ont été... Je ne fais que quasiment défendre des amis parce que dans la presse, on défend des journalistes, des éditeurs, non, mais là, je connais, ce sont des amis, et ça ne me pose pas de problème. J'ai la distance nécessaire et je suis d'abord avocat. Donc, il faut savoir leur dire non, il faut savoir garder son autorité, mais c'est pareil, on défend un président de la République, un ministre, il faut savoir imposer pour leur bien. Ils disent de trouver la distance. Ça, c'est pas un problème. Là, il y avait une configuration qui était unique et très singulière, qui était que j'étais l'avocat, mais en même temps de ceux qui n'étaient plus là, au travers de Charlie Hebdo, que j'ai été acteur de cette histoire depuis l'origine, y compris de la publication des caricatures, que j'en ai été le témoin, donc j'étais, et puis que c'était mes meilleurs amis. Donc oui, j'avais une position singulière, douloureuse, passionnante, et une pression qui a fait que j'ai cru à un moment que je n'irais pas plaider tellement j'allais mal. Mais à quelques jours de l'échéance qui était reportée de semaine en semaine parce qu'il y avait le Covid, j'ai fini par un petit stage en hôpital où on m'a fait des piqûres pour que je puisse me tenir droit. Alors voilà, c'était effectivement très complexe. Je suis content que cette plaidoirie ait eu ce chemin-là. Pour moi, c'était la pire de ma vie. Mais c'est ce que j'allais vous dire. J'ai eu le sentiment, parce que je n'ai pris aucun plaisir. Non, mais j'ai eu ce sentiment-là parce que moi, j'ai eu le privilège d'être là et dans la salle d'audience et de vous écouter en direct. Et lorsque vous avez terminé, on avait le sentiment de quelqu'un qui était complètement vidé, qui avait plus d'énergie, qui était complètement vidé. Et puis psychologiquement, moralement, physiquement, j'étais au bout du bout. Et puis ce moment de plaidoirie où parfois on prend un plaisir fou à plaider, là non. Là vraiment, ça a été pour moi que de la douleur. D'autant que c'était très compliqué parce que mon propos, en fait, n'avait pas grand-chose à voir avec les personnes qui étaient jugées. Il était beaucoup plus politique que ça. Donc, comment l'imposer dans cette cour d'assises et puis les masques, ça change tout. Le masque qu'on porte, et pire encore, le masque que portent les gens auxquels vous vous adressez, parce que vous ne voyez rien, vous êtes devant un mur, vous ne pouvez pas vous accrocher aux mimiques de leur visage, et mon cerveau fonctionne beaucoup comme ça. Donc j'avais l'impression que c'était nul, quoi, que j'étais complètement en train de passer à côté. Bon, voilà. Il se trouve que
non, mais pour moi, oui, cette plaidoirie a été très douloureuse. Très douloureuse, ouais, très, très douloureuse. Mais ça ne pouvait pas être autrement, en fait. Et évidemment, alors, on va en parler, la fin d'un cycle quelque part. Vous disiez vider parce que quelque part vous relâchez quelque chose que la communauté avec vous porte dans son ensemble, la nation française. Et puis il y a des passerelles intéressantes évidemment parce que vous revendiquez dans cette plaidoirie le droit d'emmerder Dieu, quelle que soit la religion, qu'on soit juif, musulman, catholique, Et même si comme le fait d'ailleurs votre personnage au fond, et même si on croit en Dieu. Et même si on croit en Dieu. Je reviens sur cette phrase très forte de la plaidoirie que soulignait Francis. Charlie, au fond, vous parlez de la mort, mais vous ne cessez de parler de la vie. Vous en avez fait un symbole, une idée. Lancez-vous à la face des terroristes. Ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas tuer une idée. Charlie vivra. C'est cette revanche aussi très incarnée, mais aussi des mots et de la vie, Richard Malka, que vous avez peut-être livré avec aussi cette plaidoirie. Oui, et puis je voulais terminer par ça. Charlie vivra. C'est une histoire évidemment tragique. C'est une histoire folle, complètement folle. Quand on le regarde sur le papier, enfin, c'est des dessinateurs de presse, c'est des saltimbanques, c'est dément, quoi. Qu'il soit devenu à ce point le symbole dans un pays qui cristallise autant de passion, qu'il y ait 4 millions de personnes qui soient descendues, tout ça est fou. Moi, je me revois en 92, à l'origine, avec 4 personnes qui viennent me voir, et puis à monter un journal qui est un petit journal. Donc c'est une histoire complètement dingue. Et de nous faire porter tous ces symboles et tout. Mais c'est la même chose pour Mila. Donc vous êtes également l'avocat. Dingue. De faire porter tous ces enjeux sur des ados de 17 qui sont quand ans. même assez frêles. Donc j'ai tout ça en moi quand je plaide. J'ai beaucoup de drames, mais je veux terminer par l'espoir parce que je crois que la vie l'emporte toujours, que la liberté finit toujours par l'emporter, que la vie l'emporte. C'est une idée forte dans ce livre. La vie est plus forte que tout, y compris de la mort. Oui. C'est ce que raconte ce livre. Absolument, et je ne peux pas évidemment dévoiler les choses, mais on peut renoncer à beaucoup de choses pour sauver la vie d'autres personnes. Il y a un lien très fort entre ce roman, ce voleur d'amour, et l'horreur de Charlie Hebdo, la disparition de tous ces hommes, de vos amis. Vous avez été bouleversé, éprouvé, vous ne pouviez plus écrire, vous aviez un autre projet d'écriture, et puis ce livre-là, il est venu quand même des mois après Charlie Hebdo, comme si ce sang-là recoulait dans vos veines à vous. Il est beaucoup question de sang, pardon, dans ce livre-là quand même. Encore une fois, de vampirisation sentimentale, d'hormones, de vie, tout ça est mêlé, et tout ça est lié. Tout ça est lié. Alors effectivement, pendant 6 mois, pour écrire, il faut avoir un peu de cerveau disponible, de quiétude. C'était évidemment pas mon cas. Donc pendant 6 mois, je ne pouvais plus rien écrire. Or, je suis malheureux quand j'écris pas. C'est vraiment un besoin depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Donc, il y a un trop plein d'histoires que j'ai besoin de sortir. Donc, un soir, ça m'a pris. J'ai recommencé à écrire. J'ai écrit un paragraphe, sauf que ça ne collait plus du tout avec le roman que j'étais en train d'écrire. Et ma plume était très, très noire et très sombre. Et j'étais en train d'expulser toute cette noirceur que j'avais accumulée, et cette colère, et cette aigreur, et tous ces sentiments qui font que vous ruminez et que vous vous faites mal si vous les gardez en vous. Donc il faut essayer de les sublimer, et on a tout ça. Il y a des moyens très différents de les sublimer. Et ben moi, j'ai écrit une nouvelle. Je l'ai laissée pendant des années reposer, et puis je l'ai repris, et ça a donné ce livre. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une forme de roman, on le disait, mais de thriller un peu psychologique, psychotique? Oui, c'est un roman d'aventure. C'est un vrai roman d'aventure où on traverse les siècles et les continents. Et les continents, oui, c'est conçu comme ça.
c'est fait pour que le lecteur soit en haleine. Et il l'est, parce qu'en effet, on passe du XVIIIe siècle au temps totalement contemporain et actuel. Votre héros a survécu ou s'est réincarné. Il y a voilà, beaucoup Mais j'aime le de romanesque. croyances donc, qu'on peut y apposer. Et en effet, on voyage, on parlait de Venise, Paris au temps des Lumières. Voilà, vous évoquez ces lumières-là, ce n'est pas Oui, pour rien, on peut évidemment. pas m'empêcher Toujours. Alors, c'est l'avantage d'un héros qui vit 250 ans, parce que du coup, on peut picorer dans l'histoire Ouais. les événements qui vous intéressent le plus. Et les lumières, évidemment. Et les lumières, évidemment. Et je dois cette page entière, d'ailleurs, Ouais. à Elisabeth Badinter, que j'avais interrogée pour l'écriture de ce livre, sur les sources. Mhm. Comment ça s'est fait, cette révolution qui a changé le monde, qui a écarté Dieu du domaine public. C'est la France qui l'a apporté au monde. C'est pour ça que ces débats sont si forts dans notre pays, parce qu'on a une histoire particulière. Et donc, la première fois que je raconte cette histoire, c'est pas du tout pendant ma plaidoirie, c'est dans quand le j'ai livre. écrit ce livre, Voilà. à la suite d'un entretien avec Elisabeth. C'est pour ça que ça a beaucoup de sens que vous ayez souhaité intituler cet échange laïcité, liberté, amour, hein, parce que tout cela, évidemment, se retrouve. New York aussi, c'est une ville que vous aimez, vous avez écrit en partie aussi cet ouvrage. New York pour un sens aussi de la liberté, comme vous l'appréciez. De la liberté, parce que c'est la ville-monde. Parce que c'est une ville cosmopolite, parce que c'est une ville où on a une énergie créative, clairement. Et donc on la ressent. Et j'adore écrire à New York. Et Paris, évidemment, où s'arrête votre personnage, puisque nous parlions des Lumières. Paris. Il rencontre Picasso aussi. Et absolument. Je ne veux pas tout dire parce que c'est truffé, justement. oui. C'est ça qui est formidable dans cette lecture, qui est, encore une fois, je le répète, très, très puissante et qui nous permet de faire le pont entre les époques, ce que vous faites et ce que vous aimez faire. Il se trouve que nous sommes aujourd'hui 3 ans après l'assassinat de Mireille Knoll à Paris, tuée parce qu'elle était juive, tuée par ses idées, pour ses idées, et qu'aujourd'hui, on s'interroge. Votre confrère Patrick Klugman le dit d'ailleurs régulièrement, il l'a dit lors de ce procès de l'hypercachère, on tue aujourd'hui en France des juifs avec une facilité déconcertante. Vous le rejoignez sur cette perception et sur cette vérité? C'est un fait, on tue des juifs. Et ça aussi, c'est fou. Il faudrait quand même s'y arrêter. Mohamed Merah, c'est énorme. Effectivement, c'est remis à tuer des juifs, mais c'est juste un début. Après, on tue des profs, et puis des journalistes. C'est toujours annonciateur d'autre chose, le fait de tuer des juifs. Oublions le fait qu'ils soient juifs, que c'est un drame pour la communauté juive. Ça va au-delà, ça va bien au-delà. Mais qu'est-ce qu'on a raté après les attentats de Toulouse? Qu'est-ce qu'on a raté pour que ça ait pu se poursuivre? Mais non, mais en fait, quand a lieu le premier attentat, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que pour que quelqu'un en arrive à avoir dans la tête l'idée d'aller tuer des enfants de 4 ans, de se filmer, on est arrivé à un degré d'aveuglement, de fanatisme qui vient d'années auparavant. Donc c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup comme lui, dont on a retourné le cerveau, qui ont été fanatisés, auxquels on a répété depuis qu'ils sont nés, vous êtes des victimes, vous êtes des victimes, vous êtes humiliés, personne ne vous aime. À un moment, vous devenez dingue. Donc si vous êtes une victime, vous n'êtes coupable de rien, puisque vous êtes victime. Donc il n'y a aucune remise en cause possible. Donc tout est de la faute de l'autre. Tous ces échecs sont la faute de l'autre. Donc il faut tuer l'autre. Alors il n'y a plus le responsable. Mais alors, quelle est l'issue? Quelle est la conclusion de tout cela? Parce que finalement, on a continué à tuer, on a continué. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à tuer des juifs, à tuer des journalistes, à tuer des professeurs? Est-ce que... Il y a une inertie qui est énorme. Le travail que l'on ferait aujourd'hui, je parle au conditionnel,
il portera ses fruits dans 10, 15, 20 ans. Donc oui, il y a une période qui est forcément compliquée devant nous, à condition que l'on fasse vraiment ce travail aujourd'hui. Il y a une prise de conscience. Je pense que le procès Charlie a fait bouger des choses. Je pense que, évidemment, et malheureusement, tragiquement, l'assassinat de Samuel Paty a entraîné une prise de conscience. Mais où est-ce qu'on en est du sens et de la philosophie que l'on oppose à cette idéologie victimaire qui est à la source de tous les génocides? Toujours. Au Rwanda, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes humiliés, on vous humilie, vous êtes des victimes, et puis un jour, on va prendre des machettes et voilà. Et c'est ça qu'il faut apprendre aussi. Je sais que le mémorial de la Shoah, parce que nous sommes en pleine semaine de lutte contre l'antisémitisme et les discriminations, le racisme, justement, met ces trois génocides du siècle en perspective pour montrer que la mécanique implacable est la même. C'est la même, mais sauf que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en France et ailleurs, on est à nouveau, alors là, dans l'apothéose de l'idéologie victimaire. Tout le monde veut être victime. Et même surtout ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Plus on est bourgeois, plus il faut absolument se trouver... Ce qui banalise le crime pour vous? Ensuite, non, à la fin des fins? Ça veut dire, c'est dramatique parce que ça veut dire qu'on n'a pas fourni aux générations qui viennent, et ça c'est notre responsabilité collective, un sens. On revient sur le sens. Et on a besoin, surtout quand on est jeune, d'un idéal, d'une transcendance, de quelque chose de plus grand que soi. Et quand il n'y en a pas, on va chercher n'importe quoi. Donc je veux être victime. Mais est-ce que le monde politique ne se sert pas de ces victimes? C'est pas sa responsabilité de s'en servir. Sa responsabilité, c'est de ne pas avoir fourni depuis 30 ans de chemin, de quelque chose qui fasse rêver collectivement, d'un peu de transcendance. Après, je pense qu'il est plutôt victime de cette idéologie victimaire. Mais en fait, en réalité, ces personnes qui ne pensent plus qu'en termes victimaires, elles finissent par devenir de vraies victimes. Elles sont victimes de penser en victimes. Et puis il y a les victimes qui restent victimes parce qu'on n'arrive pas à regarder les enfants juifs qui sont de moins en moins nombreux dans les écoles publiques, car ils sont victimes régulièrement annonciateur de harcèlement et des assassinats. C'est ça. Mais oui. Donc la responsabilité là des pouvoirs publics, de l'autorité, est énorme. On va voir l'ensemble de ces signes. Votre micro peut-être. On n'a pas voulu voir l'ensemble de ces signes. Et puis on s'y habitue. Mais comment accepter qu'en France, il ne puisse plus y avoir d'enfants juifs ou d'une quelconque religion dans l'école publique, dans une bonne partie du territoire? C'est fou. Il y a tout ce travail et ce constat en amont, et puis il y a les éventuelles solutions. Et l'après, vous disiez que le procès des attentats a peut-être changé un peu les choses. En quel sens, Richard Malka? Sur cette nébuleuse terroriste, sur ce crime d'indifférence que vous soulignez aussi, vous, pendant ces plaidoiries? Mais le problème, ce ne sont pas les terroristes. Les terroristes, il y en a 5, 10, 15, 20, 100. On est 67 millions, il y a une armée, il y a une police, il y a une justice. Donc, ce n'est pas les terroristes le problème. Le problème, c'est la faiblesse de la société face à ces terroristes. Quand vous avez des professeurs qui, à 100%, votent contre le fait d'appeler leur lycée Samuel Paty en hommage, ça veut dire que la peur a gagné. La peur de quelques terroristes, mais au-delà des terroristes, de la pression, faut pas faire de vagues, faut pas en parler. C'est un désarmement moral, intellectuel, philosophique. J'en veux pas à ces professeurs parce que c'est compliqué, parce que je comprends la peur, parce que tout le monde n'est pas fait pour combattre. Mais ça veut dire aussi que, vous voyez, ça a infusé depuis des décennies cette idéologie-là, qu'il n'y a pas de soutien, que ces professeurs se disent on ne va jamais être soutenus. On va avoir les fédérations de parents d'élèves contre nous, on va avoir le rectorat, les proviseurs. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe encore à Grenoble. Donc on est dans un moment
Oui, et idéologiquement est compliqué et dangereux. Et or, c'est la base de tout. Au début, il y a le verbe et les idées que le verbe exprime. Vous avez foi en la loi sépaраtisme qui Bah, est censée réguler ou encadrer justement ces c'est un connivences, ces outil autocensures? utile et intéressant, je l'ai dit sur Oui. notre plateau, qui a probablement 20 ans de retard, mais enfin mieux vaut tard que jamais. Mais bon, il n'y a pas de baguette magique. Euh, et la solution ne passera pas que par des lois, parce que des lois, il y en a beaucoup, et on ne les applique pas toujours. Mais la solution, puis c'est trop facile de se dire on fait une loi, donc comme ça, on ne s'occupe pas du reste. On a beaucoup tendance à faire ça dans ce pays, y compris sur la liberté d'expression. On fait des lois et on se dit on va régler le racisme et l'antisémitisme. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc elle va passer par l'école. Et alors, ça passe évidemment par l'école, mais ça ne peut pas passer, non, parce que c'est l'autre solution à tout problème. On dit ça passe par l'école, mais les pauvres professeurs. Non, il y a une troisième solution, c'est la justice. Il y a la justice, mais ça c'est du curatif. Il y a d'abord. Ça peut être du dissuasif aussi. Oui, bien sûr. Non, mais tout ça est utile. Mais la police et la justice font leur boulot, à peu près. Plus ou moins bien, mais ils font leur boulot. Le législateur fait des lois et celle-là est utile. Mais le débat, il est d'abord intellectuel. Ça se gagnera sur le terrain des idées et je pense que c'est à gauche que ça se passe. Donc c'est là que ça se joue. Et il n'y a pas de gauche. Il y a une gauche radicale, mais il n'y a rien. Est-ce que vous plaidez pour le retour de Manuel Valls dans le débat, notamment? Je milite pour personne. J'aimerais qu'il y ait une gauche modérée, universaliste, qui ait l'audace de la laïcité, surtout quand on est à 4%, on ne prend pas beaucoup de risques, et de la liberté. Mais où elle est cette gauche? On n'entend pas, on ne la voit pas, ils ont peur de tout. Donc, ces gens ont failli gravement. Je pense qu'ils ne sont plus bons à rien, à aucune pensée, que la seule chose qu'ils savent dire, c'est que quand l'écologie est à la mode, il faut être écologiste, quand ceci est à la mode. Mais où est-ce qu'il y a une offre un peu audacieuse? Où est-ce qu'on a un peu de courage? Où est-ce qu'on rénove? Il n'y a plus de discours, il est à inventer. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui devraient faire, alors vous êtes son avocat, mais nous devrions tous être l'avocat de Mila, par exemple, aujourd'hui? Ça me semble, oui. Ce qui n'est pas le cas. Quand on a encore le déferlement de haine systématique sur les réseaux sociaux, c'est loin d'être le cas. C'est pareil que Charlie. On peut ne pas du tout aimer la manière dont cette jeune femme s'exprime. Ça, je peux complètement le comprendre. Mais on devrait être 100% à la défendre quand elle est menacée de mort. Alors qu'elle n'a jamais franchi, qu'elle n'a jamais commis aucun délit, qu'elle n'a jamais franchi la ligne jaune que trace la loi. Et qu'elle n'a jamais enfin son droit. Un procureur a fait une enquête et l'a considérée. Donc oui, on devrait être 100% avec elle pour considérer que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous le dites, éventuellement de manière véhémente, mais vous ne menacez pas de mort. Ça me paraît être le b.a.-ba de la civilité. Et à chaque fois qu'on reparle de Mila... Mais en fait, les gamins ne savent même pas ça, qu'on ne peut pas se menacer de mort. Alors évidemment, tout ça est lié à Internet, aux réseaux sociaux, qui a tout chamboulé. Et qui est le paravent idéal pour certains dans l'inaction, dont ils se repaissent parfois. C'est un peu facile de dire que c'est la faute des réseaux sociaux. Oui. Et d'ailleurs, on ne peut pas avoir qu'une attitude défensive à l'égard des réseaux sociaux parce qu'ils sont là, il faut les réguler, mais il faut aussi y aller en fait. Il faudrait que l'éducation nationale y aille, il faudrait qu'il y ait une parole sur ces réseaux des grands acteurs, parce qu'on ne sait pas, il y a une confusion totale, il y a besoin de références, il y a besoin de sources solides. Mais là, la responsabilité de nos gouvernants, elle est énorme et elle est patente, parce qu'on a accordé un régime d'impunité totale au GAFA, qui se moquent de nous, et en particulier Twitter, et qui ne respectent aucun de leurs engagements, et qui nous disent « allez vous faire voir, on est à l'étranger, il n'y aura jamais un responsable chez vous, on est plus puissant que vous, petit État français, et on ne respectera pas vos lois ». C'est comme ça que ça se passe. Dans les faits, mais nos gouvernements ne le savent même pas, ils ne savent pas à quoi on est confronté, nous, avocats,
quand on essaie de faire respecter les droits de nos clients face à Twitter. Ils vous baladent dans le monde entier. Il faut adresser des notifications à San Francisco. Et qui peut payer ça? C'est une honte. Alors là, nos législateurs sont totalement et gravement défaillants. Et quand ils font des lois, elles sont mauvaises et elles sont retoquées par le Conseil constitutionnel. Donc il y a une incompétence liée à un manque de courage qui est un peu ennuyeux dans ce domaine. Il y a urgence à réconcilier, et ce sera probablement l'un des enjeux de la future présidentielle, que la gauche se réveille, dites-vous, en substance, oui, Richard Malka. Ces débats-là, ça se passe à gauche. Faire nation, quel sens donner aujourd'hui, en traquant les clichés, mais à cette formule que la plupart d'entre nous espèrent retrouver? Faire nation, retrouver une espérance commune. Mais moi, je ne suis pas homme politique. Ce n'est pas à moi de la... J'en ai pas, c'est pas mon travail. Comme citoyen, vous y croyez, à cette espérance commune? Ben, j'essaie d'y travailler en tout cas. Mais la liberté en est une belle. Mais c'est complexe. Et on est dans un monde où la complexité, la nuance est compliquée parce qu'il faut s'exprimer en 200 signes ou parce qu'il y en a qui fournissent des clés pour comprendre le monde en 25 minutes, à clé de conspirationnisme, et que maintenant des médias existent. À mon époque, il y avait 3 chaînes de télé, quelques radios et 4 journaux. Il n'y avait pas non plus tous ces médias support du conspirationnisme et support de la haine aussi. Oui, hypermédiatisation, mais multiplicité des autocensures, hein, pour revenir sur la grande histoire de Samuel Paty qui nous raconte tellement ou tellement mal, Richard Malka. Francis. Moi, je voudrais revenir sur ce terme très contesté d'islamophobie. Quel est votre... Ça, je l'ai écrit, je l'ai dit 1000 fois, ça n'a pas de sens. Pour moi, l'islamophobie, c'est la peur de l'islam, ce qui est un droit. Comme d'avoir peur du christianisme, ou du judaïsme, ou du bouddhisme. On a le droit, et heureusement encore, d'avoir peur des religions, parce qu'elles n'ont pas dans leur curriculum vitae que de bons aspects. Il y a le meilleur, mais il y a le pire aussi. Donc bien sûr que c'est un droit. Et il ne faut plus avoir peur de cette accusation-là. Le problème, c'est qu'on est à peu près les derniers en Europe à se battre là-dessus. Que ce combat a été largement perdu. C'est une arme de guerre contre la liberté d'expression. Et c'est une arme de culpabilisation des masses. Donc il faut se battre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave de... Puis si on est les derniers à se battre, c'est pas grave non plus. Peu importe. Il faut être en accord avec soi-même. Il faut essayer d'être un honnête homme. Ça peut être ça aussi, le sens d'une vie et l'espérance commune. C'est à ça que vous croyez? C'est ça votre quête ou votre oui, Dieu? oui, je crois, oui. Oui. Ni Dieu ni diable? Ni Dieu ni diable. L'intégrité. L'intégrité. Mais on peut aussi être dans cette position en ayant ou Dieu ou le diable. Bien sûr. Non, bien sûr. Donc c'est absolument. Et vous travaillez d'ailleurs, et on revient au livre, sur la part d'ombre et de lumière que chacun d'entre nous recèle. Comment la société nous acculture, comment nous sommes éduqués pour être civilisés et non barbares, et les lacunes qui nous rendent... D'ombre et de lumière qui ont en chacun de nous. Alors, je vais faire un mix des questions. En fait, j'adorerais être croyant. J'ai une chance d'être croyant. J'aimerais vraiment. Ça répond à plein de questions. On est moins seul. Mais je ne le suis pas. C'est comme ça. Mais être croyant n'est en aucun cas un obstacle à la recherche d'intégrité. Ça n'a en réalité rien à voir. Au contraire, j'ai envie de dire. Même pas. C'est autre chose. C'est autre chose. Et être croyant, c'est ne pas esquiver sa part d'ombre. Il faut la regarder, cette part d'ombre. Parce que si on ne la regarde pas, elle vous saute à la figure. Et vous n'arrivez pas à en faire quelque chose de bien. Et on en a une. Et alors vous tombez dans la bien-pensance, parce que vous êtes sûr parce que vous ne savez pas que vous avez une part d'ombre, donc vous êtes sûr d'être du bon côté. Eh bien non. Et la part d'ombre, elle permet aussi, elle crée le doute sur soi-même, qui est une nécessité de tous les jours. Et avec toutes les horreurs que vous avez vues,
lorsque vous étiez avocat au pénal, tout ce que vous aviez revécu avec Charlie Hebdo, avec ces procès des attentats. Qu'est-ce qui vous aide encore à croire en l'homme, si ce n'est pas un dieu, si ce n'est pas un maître, Richard Malka? Mais des milliers de messages d'anonymes. Et puis, les gens, le bon sens, souvent des gens simples. Les 1000 petites choses de la vie, en fait. Tous les jours, vous trouvez des raisons de croire en l'homme. Alors parfois, parfois on s'énerve et on se dit que les choses ne vont pas dans le bon sens, mais là, je pense que l'immense majorité des gens sont animés par du bon sens. Et donc, au final, on va dans la bonne direction. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, on va dans la bonne direction. Mais il y a des accidents et il y a des guerres. Ça serait bien qu'on puisse les éviter. C'est pas gagné. J'aimerais revenir sur sur la victimisation et sur ces victimes, ces gens qui se sentent victimes et qui passent à l'acte. Grave parce qu'ils se sentent victimes. Oui, parce que vous ne pouvez pas passer à l'acte, sinon. C'est impossible. Mais est-ce que ce sont les seules victimes? Mais ce ne sont pas les seules victimes de la société. Et pourtant, toutes les sociétés ne passent pas, toutes ces victimes ne passent pas à l'acte, y compris parmi celles qui sont des victimes et qui sont des musulmans aussi, parce que finalement, aujourd'hui, on est tous victimes. C'est un choix. C'est un choix. On peut tous trouver quelque chose dans nos origines, dans notre vie, dans notre c'est un statut qu'on peut se donner. Dans notre sexualité, dans tout ce que vous voulez, où on pourrait se dire je suis une victime, et puis investir cette partie-là de soi-même et ne plus se définir qu'au travers de ça, pour en faire sa raison d'être. C'est un choix. Bien sûr qu'il y a plein de raisons pour tout le monde, musulman ou pas musulman, de se ressentir comme étant victime. Mais c'est horrible, ce statut de victime. Et enfermer une communauté dans ce statut-là, c'est ça le racisme. C'est de la condescendance, c'est du mépris. Je ne vois pas pourquoi un musulman, ou un noir, ou un juif, ou un asiatique serait plus victime qu'un autre. Non. Et ce n'est pas ignorer les discriminations. Bien sûr qu'il y en a. Mais vous connaissez un pays au monde qui ne soit pas raciste? Donc vous faites une différence entre la discrimination et la victimisation. Ben bien sûr, bien sûr. Les discriminations, il y en a, on se bat. Je pense qu'on est dans la partie du monde où il y en a le moins. En réalité, il y en a le moins, parce qu'aller en Asie, c'est pas la même histoire, ou au Moyen-Orient non plus, mais partout. L'être humain est comme ça, on a peur de ce qui est différent. Donc ça crée des... Et puis la majorité impose... Mais on est dans la partie du monde la moins discriminante. Et la plus culpabilisée. Oui. Oui. Et en dépit des drames que nous vivons, quelle que soit la communauté touchée, vous avez peut-être vu passer dimanche dernier ce sondage commandé par l'UEJF et par SOS Racisme sur le racisme et sur l'antisémitisme, avec ses conclusions, on peut juger rassurantes, puisqu'une majorité de Français est préoccupée par ces questions, par la haine contre les Noirs, les musulmans, les Juifs. Les 18-24 ans se montrent aujourd'hui moins perméables aux préjugés racistes, mais il y a des clichés qui perdurent. Et les jeunes ont moins conscience de l'antisémitisme aujourd'hui. Les enseignants en parlent, mais racontent que justement la Shoah devient quelque chose du degré de l'histoire qui a tendance à se désincarner et à être progressivement oublié. On revient à ces enfants juifs qui ne sont plus forcément à l'école publique, donc on n'a plus d'échange sur ce terreau fondateur, j'allais dire. Alors, quelles sont nos armes dans cette semaine de lutte contre le racisme et les discriminations? Quelles sont les armes que vous pouvez offrir à notre public aujourd'hui? Est-ce la littérature? On devrait pouvoir ne pas être antisémite sans se référer à la Shoah. C'est pas anormal que 75 ans plus tard, ça migre, la Shoah migre dans le domaine de l'histoire. Et il n'y a quasiment plus aucun survivant, il y en a très très peu. Donc, de fait, on est dans ce temps-là où ça devient de l'histoire. Mais on n'a pas besoin de la Shoah pour combattre l'antisémitisme. Il y a la tuerie de Zarathustra, il y a Mireille Knoll qu'on évoquait, il y a tous ces crimes contemporains. Oui, bien sûr, mais
il n'y a pas besoin de drame pour combattre le racisme et l'antisémitisme. Mais souvent, on a l'impression que chacun se réfugie derrière ça, justement. En C'est profitant, le mot est horrible, mais de ce drame-là pour oui, mais non, reprendre il faut déconstruire ce les questionnement. préjugés. Et ça, c'est un travail de chacun. Il y a des associations qui le font sur le terrain. L'UEGF et SOS Racisme ou la FAGE. Malheureusement, c'est plus le cas de l'UNEF. Mais oui, il y a des acteurs de terrain, il y en a beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire ça, mais on devrait tous le faire. Et puis, il faut donner des outils à nos professeurs. Et il faut aussi dire que... mais il faut aussi transmettre des valeurs beaucoup plus largement. L'école, ce n'est pas suffisant. C'est essentiel, évidemment, mais ça ne peut pas être suffisant. Ça se fait aussi dans les familles. Mohamed Merah, on lui a retourné le cerveau dans sa famille. Il faut le dire. Et il ne faut pas l'accepter. Francis ? Écoutez, on va passer aux questions des internautes, je crois. J'ai beaucoup de questions là, qui défilent sur mon... Donc, j'ai une première question qui vous demande, c'est un internaute qui vous demande, il fait référence au ministre de la Justice et actuel, donc Dupond-Moretti, qui est un ancien confrère, et il vous demande s'il a une vision d'avocat de la justice et s'il peut changer les choses. D'abord, je connais bien Éric Dupond-Moretti. Je ne suis pas forcément très objectif. C'est évidemment un connaisseur très pointu de l'institution judiciaire. Et c'est toujours mieux d'avoir un ministre qui connaît l'institution qu'il supervise. Après, ça ne suffit pas forcément pour avoir une vision. Ça, c'est autre chose, la vision. Mais je connais les qualités d'Éric et je suis sûr qu'il en a eu. Et je pense qu'il nous entend. Donc... Alors, j'ai une autre question qui concerne la cancel culture. Par contre, je ne suis pas d'accord avec les caméras dans les salles d'audience. Ah, c'est intéressant. Bon, il n'y en a pas souvent. Non, mais... Et pour l'histoire. C'est ce qu'il veut. Pour l'histoire. C'est ça. Les rendre, en tout cas, non, mais prêtes pour l'histoire, comme pour Charlie. Avec un temps de distance, évidemment, mais ça, c'était... Ouais. Mais vous étiez je suis totalement opposé à la présence des caméras. Ça Pourquoi ? change tout. Parce qu'on est dans la mise en scène. On ne peut pas s'empêcher. Et les juges, et les avocats, et tout le monde, en fait. Ouais. Mais... C'est plus la même liberté. Quand on a... À partir du moment où il y a des caméras dans l'Assemblée nationale, c'est fini. On ne parle plus de la même manière. C'est vrai. Ça change tout, en fait. Il n'y a plus la même liberté. Mais vous étiez, au moment du procès donc des attentats de 2015, est-ce que vous étiez parmi ces avocats qui avaient refusé la proposition d'Éric Dupond-Moretti de tenir le procès, de poursuivre le procès à travers Zoom? Bien sûr que j'ai refusé. Et c'était compliqué pour nous. Parce qu'avocat des parties civiles, d'expliquer à nos clients qu'on allait voler au secours du principal accusé. Ça nous a mis dans une situation très complexe. Et à un moment, on a estimé qu'on était d'abord avocat. Et que ce n'était pas possible que quelqu'un qui risque 30 ans de prison ou la perpétuité, il doit être là. Sinon, il n'est pas bien jugé. Et ça profite à personne. Parce que vous avez de toute façon une partie des gens qui vont trouver ça anormal. Donc non, il fallait bien le juger. Que ce soit incontestable. Et qu'il soit là. Il y a un truc d'humanité. Y compris aller jusqu'à prendre le risque, finalement, que le procès ne se finisse pas et qu'on redémarre. C'est comme ça, les principes. C'est comme ça. Vous êtes un homme de principe. Il s'y est tenu. Non, mais si les principes ne valent pas pour nos pires ennemis, ils valent pour personne. On revient à l'intégrité de la justice. Les internautes parlent beaucoup de la justice. Vous me direz, c'est normal quand on a un avocat en face de soi. Et voilà, on me demande on vous demande si le niveau de la violence et de la haine dans la société française aujourd'hui, qui est à un niveau rarement atteint, est-ce que la justice et les juges surtout, parce que moi je fais une différence entre les juges et la justice, remplissent leur mission? Franchement, ils font ce qu'ils peuvent. Dans des conditions qu'on n'imagine pas. Alors, ils font ce qu'ils peuvent. Après, la justice, c'est des hommes, donc c'est forcément imparfait, très imparfait. Mais
font ce qu'ils peuvent avec infiniment moins de moyens que dans à peu près tous les pays européens, dans des conditions vraiment difficiles. Moi, je leur jette pas la pierre. Je trouve qu'on a une justice qui fonctionne bon an, mal an, avec, pour moi, le principal problème de la justice, qui est perfectible sur 1000 points, enfin, son principal problème, c'est les délais. Et ça, c'est juste une question de moyens. Et aujourd'hui, on a des délais qui sont complètement fous. Et ça, ils n'y peuvent rien, c'est pour le magistrat. Donc vous êtes satisfait de la proposition d'Éric Dupond-Moretti de faire passer en comparution immédiate les délits de discrimination. Alors, il a d'abord, il veut raccourcir les délais pour tout ce qui est justice de mineurs, et il a absolument raison, parce que s'il y a un domaine où, si on juge 2 ans plus tard, ça n'a plus aucun sens, c'est celui-là. Alors après, il y a des possibilités, effectivement, pour le nouveau délit qu'ils ont créé, mais je ne sais pas très bien où ils en sont d'ailleurs, dans la loi séparatiste, oui. Justement, il y avait une possibilité de passer en comparution immédiate. Je ne suis pas... voilà, je ne vais pas aller manifester contre. Je ne suis pas sûr que ce soit le principal problème. Là encore, on se donne l'illusion, en rajoutant des lois aux lois, qu'on va changer en profondeur les choses. Mais bon, ok. Donc la 17e chambre et ses délais ne vous... Ah si, ça c'est catastrophique. Alors comment on règle? Alors là, la solution est simple. Vous rajoutez juste 2-3 magistrats, ça change tout. Hein. Même pas, 1 ou 2. Déjà, c'est énorme. Mais là, c'est... Moi, quand j'ai débuté, normalement, un procès de presse, c'est en 3 mois. C'est pour ça qu'il y a une prescription de 3 mois. Quand j'ai débuté, c'était déjà un moment, mais il y a 25, un peu plus, un procès de presse, c'était 9 mois. Aujourd'hui, c'est plus de 2 ans. Ça n'a plus de sens. Faire juger une diffamation ou une injure 2 ans ou 3 ans plus tard, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de justice, mais ils n'y peuvent rien. Les magistrats. C'est juste une question de moyens. Mais c'est comme ça dans tout un tas de secteurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas de justice. Et parce qu'une justice a une telle échéance, en fait, ça équivaut à pas de justice. Et ça, c'est... En France, on paye, je crois, 12 fois moins par citoyen qu'un Allemand pour sa justice. Il y a un sujet tout de même, parce que dans la question de l'internaute qui vous demandait si la justice, si les juges remplissaient leur mission, je crois que derrière sa question, alors bien sûr, j'entends, et je pense que tout le monde entend ce manque de moyens, mais derrière cette question, il y a tout de même l'implication du juge dans le verdict qu'il rend. Est-ce que vous considérez que sur des procès, c'est vrai qu'on est plutôt sensibilisé ici au CRIF par tout ce qui est racisme, antisémitisme, tous ces délits. Pardon, mais j'ai une précision. Pour tout ce qui est racisme, c'est pas grave. Là, ça va beaucoup plus vite. C'est pas 2 ans. Là, il y a des dates parquées et ça va très vite. Hein. Mais en dehors de Paris? Non, à Paris. Ah non, ça va très vite à Paris. Il y a des dates qui sont réservées pour ces audiences-là. C'est les audiences du parquet. Et là, ça peut être 3 mois. Hein. Ça peut aller très vite. Il faut le dire aussi. Donc, à votre avis, les peines prononcées de façon... Ça, c'est autre chose. Non, mais je crois que c'est ça la responsabilité du juge. Est-ce que la responsabilité du juge n'est pas de donner à la peine, lorsqu'il la prononce, son caractère dissuasif? Est-ce que lorsque l'on est trop indulgent, est-ce qu'on ne crée pas des récidivistes? Si, parce que du coup, il s'offre une tribune. Bon, je pense que vous pensez à Dieudonné. Oui. Et du coup, il s'offre une tribune gratuite. Il se victimise et il ne risque rien, puisque de toute façon, ils ont des peines faibles que par ailleurs, ils n'exécutent pas. Donc, ça, je suis d'accord avec vous pour considérer qu'il y a un souci. Bon, mais c'est complexe parce que on est dans le domaine de la liberté d'expression. On fait quoi? Moi, je ne suis pas hyper pour qu'on les mette en prison. Je m'en fous
Mais qu'est-ce que ça va créer comme effet dans la société? Je ne suis pas sûr que ce soit profitable pour nos idées. Je veux dire que quelqu'un qui est mis en prison a raison de ses expressions, de ses opinions, c'est dangereux. Sauf que, Ça reste la théorie du bouc émissaire. C'est martyr, c'est les boucs émissaires. sauf que l'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit. Si, non, ça c'est une formule. C'est une opinion, de fait. Mais qui est puni par la loi. Oui, Donc c'est un délit. absolument. Ça reste une opinion. Donc, et mettre quelqu'un en prison pour ses opinions, surtout en France, c'est très délicat. Moi, je pense que la bonne manière de faire, Le portefeuille. c'est le portefeuille. Parce que ces gens-là rêvent d'aller en prison. Ne vous y trompez pas. Ils n'attendent que ça. Par contre, leur portefeuille, ça, c'est très, très, très précieux pour eux. Oui, mais vous savez comme moi qu'ils organisent leur insolvabilité. Et là, il y a un problème. Et effectivement, la justice considérait que aucun juge d'instruction n'avait envie de passer du temps sur l'organisation d'insolvabilité de Dieudonné. Ça, c'est clair. Là, il y a eu... Il faut du temps aussi pour prendre conscience. Et puis quand vous avez... C'est compliqué. Quand vous avez 3 meurtres et un gros trafic de stupes et l'organisation d'insolvabilité de quelqu'un, bah voilà, vous allez d'abord sur les meurtres. Donc tout n'est pas blanc ni noir. L'avocat que vous êtes n'est pas partisan, par exemple, de la sortie de 81. Ça, je ne veux pas contre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous allez contre? Mais parce que c'est... Peut-être dire aux auditeurs ce que c'est. Il y a tout un courant où on veut sortir les délits de presse, les nouveaux délits de presse qu'on n'arrête pas de créer, de la loi de 1881 qui accorde beaucoup de protection aux personnes qui s'expriment pour protéger la liberté d'expression. Et donc on dit, mais il faut sortir, par exemple, les lois sur le racisme de la loi de 1881 qui est trop protectrice. Oui, mais si vous faites ça, ça veut dire que Charlie Hebdo n'aurait pas été jugé par la 17e, ils auraient pu être jugés en comparution immédiate par n'importe quelle chambre. Parce que on est poursuivi sur les mêmes fondements. C'est les mêmes lois qui sont appliquées. Sauf qu'on nous dit qu'on est raciste. D'abord, on nous disait raciste anti-chrétien, puis raciste anti-musulman. Donc ça veut dire que vous sortez Charlie Hebdo. Et puis vous en sortez plein d'autres. Puis au final, il ne reste rien du tout dans la loi. Oui, mais vous intégrez... Moi, je défends la liberté d'expression. Mais je ne peux pas défendre ça. Mais est-ce qu'on peut arriver à partir d'une loi qui a été faite pour protéger la liberté d'expression, et ça, je la défends avec autant de force que vous, est-ce qu'on peut arriver à protéger des délinquants, en réalité, qui se réfugient derrière cette loi? Ils sont condamnés. Il y en a un qui a fini en prison, quand même, c'est Renoir. Oui. Ils sont condamnés grâce au travail des associations. Mais est-ce que ça fait diminuer l'antisémitisme? Franchement, j'ai un gros doute sur l'efficacité de ces mesures, mais culturellement, on ne peut pas faire autrement. Mais est-ce que dans notre pays, ça va mieux qu'aux États-Unis, où ces lois n'existent pas? Non, mais je suis pas sûr. Donc, ce n'est pas la panacée. Et deuxièmement, on peut juger, d'abord ces affaires-là se jugent très vite. Effectivement, la difficulté, c'est la condamnation qui parfois, au début, était assez symbolique, et puis après a été plus importante, mais n'est pas exécutée. Il y a un vrai problème d'exécution des peines. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors, l'avantage des questions des auditeurs, c'est qu'on peut passer d'un sujet à l'autre. Et là, j'ai un internaute qui me demande si vous êtes optimiste ou pessimiste devant l'islam radical qui prend une place grandissante dans la société française. Je vous les livre telles qu'elles m'arrivent. Ma nature me porte à l'optimisme, mais encore une fois, je pense qu'il s'est passé des choses depuis le mois de septembre, donc j'ai un peu plus d'optimisme. Et même à gauche, il y a quand même l'ébauche d'un discours un peu plus structuré. Maintenant, c'est pas simple parce que l'islam radical, c'est quand même une minorité, heureusement, de la communauté musulmane de France.
le problème, c'est que il y a les musulmans qui, de l'autre côté, sont des fervents partisans de la laïcité et combattants de la laïcité. Moi, je ne combats quasiment plus dans mes procès, dans mes actions. C'est avec eux, aujourd'hui, que je combats. Et puis au milieu, vous avez, mais comme dans toute communauté, des gens qui en ont marre d'entendre parler de ça, puisqu'ils ne sont pas politisés, et puis ils s'occupent de leur famille et de leur travail, et c'est bien assez pour ça. Et puis ces débats-là, c'est pas leur truc. Et ce que je ressens, c'est que ça, faut pas les perdre. Oui, c'est ça. Vous avez des alliés, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Ça, qui a été formidable clairement. pendant les attentats. Mais au-delà de ces alliés potentiels, la majeure partie du peuple musulman de France commence, je crois, à en avoir aussi un peu marre de tous ces débats. C'est tous les jours, c'est toutes les semaines. Et il y a un danger à ne pas régler les problèmes, c'est que cette majorité-là, on la perd. Et l'islamo-gauchisme, c'est un fantasme ou une réalité? Alors, moi, j'utilise depuis très longtemps, avant ce débat, je n'utilise pas ce mot-là parce que c'est une simplification, c'est comme laïcard. Ça ne veut rien dire, en fait, il y a plein de tendances. Voilà. Mais nier qu'il y ait une complaisance de la gauche à l'égard de l'islamisme, ça, il faudrait être devant l'Himalaya et ne pas le voir. Vous dites de la gauche, pas de la gauche extrême ou de l'extrême gauche? Alors, c'est évidemment, oui, c'est l'extrême gauche d'abord. D'Europe Écologie Les Verts pour certains. Oui. Ou LFI. Mais enfin, même chez eux, c'est compliqué parce qu'il y a des courants différents. Mais même sans aller jusque-là, même au Parti Socialiste, c'était pas clair. Oui, non, ça je... Et d'ailleurs, ils sont aussi morts sur cette question-là. Enfin, ils se sont divisés, scindés et anéantis sur cette question-là. C'est la fameuse, c'est les gauches irréconciliables de Manuel Valls. Voilà, mais on en revient à Manuel Valls. On en revient à Manuel Valls, à son retour hypothétique, du moins dans le débat d'idées, si ce n'est dans le débat de politique ou dans l'apport à un projet. Il est important et intéressant comme acteur aujourd'hui de cette lutte. Il a été. Moi, j'ai une tendresse pour Manuel Valls parce que ça a été un des seuls à être présent dans l'affaire des Bidou dès le départ et à nous soutenir. C'est un homme de conviction et c'est un homme courageux. Ce qui n'est pas forcément la qualité la plus partagée dans le monde politique. Donc, on peut lui faire crédit de cela. C'est un acteur intéressant, mais vous voyez la violence de ces débats. Il y a un moment, de lui-même, il est parti. Oui. Alors, je ne suis pas d'accord du tout avec plein de choses, plein de propositions de Manuel Valls, y compris sur le terrain de la laïcité, mais sa voix est intéressante. Et c'est dommage qu'on en soit privé. Il revient tranquillement, pas debout. Il revient tranquillement. Il est plus souvent à Paris. Il a un livre, je m'attends. Voilà. C'est ça, il a un livre. Vous savez, le livre, c'est toujours le début d'un engagement. Donc, alors, j'ai une question qui m'arrive sur le rapport Robin, qui date de 2004, qui a été... alors, comment on peut expliquer que ce rapport ait été enterré? Et en corollaire, comment faire respecter la laïcité à l'école et dans les universités? On parlait de comment on en était arrivé à Mohamed Merah. Voilà, en enterrant ces alertes-là, en ne voulant pas les voir, en les mettant sous le tapis et en ne traitant pas le problème. Alors là, pour le coup, c'est pas la gauche, c'est François Fillon. Oui, c'est Fillon. Voilà comment on en arrive là. Parce qu'on est dans le déni. Oui, dans le déni ou dans la nécessité de ne pas faire peur, de ne pas stigmatiser. Mais quand on ne traite pas les problèmes, c'est rare qu'ils se résolvent tout seuls. En général, ça s'aggrave. Les cancers, si vous ne les traitez pas, ça métastase dans tout l'organisme. Donc voilà ce qui se passe. Alors on peut parler du rapport Robin, mais on a eu des rapports. Oui, avant Robin, on avait déjà des livres qui avaient été écrits là-dessus.
on ne pourra pas dire que la société française va bien tant que tous les enfants ne peuvent pas aller dans l'école publique sans risquer d'être maltraités à raison de leur religion ou de leur croyance. Mais donc, c'est un aveuglement volontaire, d'après vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Mila? La même chose. Ouais. Hein. C'est la victime qu'on dégage. Ça commence par les Juifs, mais après c'est les autres. Ah oui, non, mais ça, on ne cesse de le dire, nous, au CRIF. Donc, nous sommes le canari dans la mine. Là, on est aux autres. Oui, on y est. Mais on l'a vu d'ailleurs au fur et à mesure que le terrorisme s'est installé en France. On a vu justement cette progression qui commençait par les Juifs et qui finalement s'attaquait d'abord aux symboles de l'État, avec les journaux. Et la liberté d'expression, c'est un des symboles de notre État, même si ce n'est pas inscrit. Alors c'était les militaires, les policiers, les journalistes, les Juifs. Et on se dit, mais pourquoi les Juifs? Mais c'est parce que c'est le signe annonciateur. C'est ça, c'est ce que vous dites. C'est le signe annonciateur, justement. Et c'est là, malheureusement, que l'alerte qui a été sonnée au moment où les Juifs ont été attaqués et tués, n'a pas été prise en compte. Et ça, c'est le problème de la société dans laquelle on est, malheureusement. Bien, écoutez, c'était un entretien très intéressant. Je suis persuadé que derrière leurs écrans, les internautes ont bu vos paroles. Je vais d'abord vous remercier. Avant de laisser le dernier mot à Wendy, vous remercier, Richard Malka, d'avoir accepté de venir ici défendre vos idées devant les amis du CRIF. Remercier Wendy Bouchard qui nous fait toujours la gentillesse et l'amitié d'être avec nous. Merci. Et Wendy, vous avez le dernier mot. J'ai le dernier mot, mais que je laisserai peut-être à l'un de vos anti-héros, de vos personnages, le voleur d'amour. Ne pas tuer l'amour sans remplir, accuser cette liberté dans ces derniers retranchements. C'est Adriaan van Gogh, votre personnage, qui nous poursuit, je dois le dire. Et alors, ce qui est fort avec vous, c'est que, de fait, vous nous donnez envie de lire, pour ma part en tout cas, le précédent, Tyrannie, et puis bientôt cette plaidoirie des attentats de Charlie qui sera publiée chez Grasset. Et vous nous rappelez qu'en ces périodes où beaucoup de choses nous sont interdites pour le bien commun, eh bien l'essentialité, l'essence même de la lecture et de l'écriture est là. Et puisqu'on parlait de faire nation, eh bien elle nous rassemble. Elle nous ressemble, elle nous rassemble. Donc merci infiniment. C'était un plaisir pour moi de vous découvrir, de vous rencontrer, de vous retrouver, chers amis. Merci à Véronique Harari et à ses amis du CRIF qui ont tenu le fil malgré cette pandémie et qui nous rassemblent un peu quand même. C'était une première pour vous, Richard Malka. Ah oui. Il reviendra pour la bande dessinée qui sort bientôt. Avec la complicité et l'affection de Robert Badinter. Merci beaucoup, Richard Malka. Merci, Francis. Merci et merci à vous.